Alors, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Katia Pécou, donc je suis responsable du pôle formation à la FEGEMS et très heureuse aujourd'hui de pouvoir présenter ce dispositif de formation sur le thème du partenariat et dans le cadre de la Journée mondiale des soins palliatifs. Bonjour, Patricia Picciotino. Je suis directrice adjointe du Centre interprofessionnel de simulation, qui est un centre conjoint à 4 institutions partenaires, la Haute École de Santé, la Faculté de Médecine, les HUG et l'IMAD. Et à ce titre, c'est le but de ce centre, c'est de décloisonner les formations en silo, de pouvoir promouvoir la formation interprofessionnelle, bien sûr avec tous les partenaires représentés dans ces institutions et avec le réseau, dont le réseau FEGENS. Donc, nous allons vous présenter un exemple de dispositif de formation en soins palliatifs sous l'angle du partenariat et de l'interprofessionnalité et la naissance d'un nouveau partenariat entre la FEGEMS et le SIS. Pourquoi un tel dispositif? Bon, l'histoire, elle a commencé en octobre 2018. Premièrement parce que il fallait répondre à un besoin de formation dans le secteur qui était plus vraiment couvert. Le deuxième, c'était la mission du pôle formation, c'était de maintenir et développer les compétences des collaborateurs de tous les secteurs sur ce thème. Et puis, surtout, renforcer le rôle des infirmières ressources en soins palliatifs dans les institutions. En effet, dans le secteur, on a cet avantage, je dirais, d'avoir des personnes ressources comme des infirmières ressources en soins palliatifs, des personnes ressources en ergomotricité, en basse vision, qui sont formées et qui peuvent par la suite déployer de la formation à l'interne auprès des équipes. Et c'était surtout, alors peut-être je vais le reformuler pour que ça soit compris de tous, c'est surtout la volonté d'améliorer l'accompagnement des résidents jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin de leur vie, et une volonté aussi des professionnels de pouvoir le faire aussi. L'histoire, on voulait commencer par une histoire avec Patricia. Disons, l'histoire de Madame C, c'est une histoire qui est emblématique, qui n'est pas la seule et l'unique, mais emblématique de ce qui peut se passer dans des OMS, qui sont des lieux de résidence, et que parfois, finalement, entre le souhait des patients et de leur famille et le résultat de leur fin de vie, il peut y avoir un décalage, et ce décalage, il peut être dû à de multiples causes, dont des causes interprofessionnelles, des causes liées au travail d'équipe, au partenariat entre les patients, les résidents, leurs familles et les personnels de santé, et que finalement, il y a des contenus et des connaissances de bonnes pratiques interprofessionnelles, mais il y a aussi la façon en fait dont on les met en œuvre entre les professionnels, non seulement de la santé, mais aussi tous les professionnels présents dans les EMS, qui ont tous un rôle finalement de soignants, qui ont un rôle d'accompagnement de ces personnes depuis leur arrivée, parce que finalement les soins palliatifs se limitent pas aux derniers jours de vie, mais dès leur entrée en EMS, peuvent débuter ce processus en fait qui est chaque fois réévalué et qui va aboutir finalement à la fin de vie du résident. Donc ce développement de ces compétences de travail d'équipe, finalement, de représentation partagée d'une situation de soins, en partenariat avec les personnes impliquées, entre les professionnels et avec les résidents, c'était un peu cette histoire-là, en fait, qui servait de fil rouge et qui nous a aidés, en fait, à réfléchir à la mise en place du dispositif en commun, en mettant, en fait, nos forces en commun. Quelles options nous, quelles options nous avons choisies? La jeunesse du dispositif, en fait, la première étape, ça a été de faire appel aux membres pour constituer un groupe de travail. C'est une pratique, c'est vraiment une culture du partenariat et de pouvoir collaborer d'abord avec des experts du secteur, des cadres, soins, d'autres secteurs, des médecins répondants, des experts de soins palliatifs, notamment des infirmières ressources en soins palliatifs. Puis très vite, on s'est dit, il faut solliciter l'expertise d'autres experts en soins palliatifs. Notamment, on a pu collaborer avec Sophie Potet, on a pu collaborer avec Frédéric Debiche, avec la HEDS. Et puis finalement, il y avait un ingrédient absolument qui manquait, c'était d'intégrer de l'expertise du SIS pour répondre à deux besoins de formation qui étaient souhaités par le groupe de travail, travailler sur l'interprofessionnalité et la simulation. Alors,
quelles options on a choisies en termes d'architecture du dispositif de formation? Le groupe de travail, très vite, le groupe d'experts a dit, bon, il faut quelque chose de rythmé, on veut pas quelque chose de processus de formation qui dure je ne sais pas combien de temps. On veut des espaces d'échange de bonnes pratiques pour les médecins répondants. Il faut intégrer les médecins. Il nous faut des journées spécifiques pour les collaborateurs et collaboratrices du secteur soins, mais on veut de l'inter-EMS. C'est la première partie de la recette. Puis ensuite, il y avait 3 ingrédients qui finalement représentent le partenariat avec le CIS en termes d'éducation interpro. Il voulait des journées interdisciplinaires, des journées pour s'exercer et pratiquer, et puis pouvoir proposer des outils au cadre de tous les secteurs, pas seulement au secteur soins, pour favoriser le travail interdisciplinaire dans les équipes. Alors, de quoi on parle quand on parle d'éducation interprofessionnelle? En fait, on parle d'éducation interprofessionnelle quand plus de 2 professions sont engagées ensemble pour mieux collaborer, améliorer la qualité des soins. Donc, c'est un processus d'apprentissage commun et réciproque. Et on n'apprend pas forcément toujours les mêmes choses, mais on apprend ensemble. On apprend les uns avec les autres à propos des autres. Donc, ça enrichit les compétences finalement de tous. Et puis, l'éducation interprofessionnelle, elle est au service de la collaboration, au service du partenariat entre une équipe de professionnels de santé, les personnes et leurs proches, dans une approche participative, de collaboration et de coordination en vue de prise de décision partagée pour des résultats optimaux en santé. Donc, en fait, on retrouve tous les mots-clés que vous avez amenés à différents moments pendant cet après-midi, que ce soit au niveau du partenariat. On a tout à fait les mêmes références en se basant sur le modèle de Montréal, ou que ce soit sur la prise de décision partagée, le leadership collaboratif entre les différents professionnels autour des prises de décision. Donc, on s'est appuyé aussi sur ces notions pour pouvoir bâtir la formation. Alors, le résultat, je vais essayer de vous le traduire. De cette maison, voilà, avec un toit plat. Voilà, alors le toit plat, c'est le module de formation continue pour les médecins répondants. On a mis en place des ateliers interactifs pour l'ensemble de nos médecins répondants. Ils avaient plusieurs possibilités. Et il était un toit, voilà, un peu à part, mais qui permettait aux médecins répondants de pouvoir avoir bénéficié de ces ateliers interactifs. On les a construits ensemble. Et puis, pour la lecture du dispositif, donc c'est un dispositif de formation, ce qu'on appelle institutionnel. Ce schéma-là, donc ce processus de formation avec une implantation, un J1, un J2, J3, J4 et une phase de déploiement, se fait par volet de 3 établissements. C'est-à-dire 3 établissements vont dérouler ce processus de formation ensemble. Le moment d'implantation est un moment intramuros. Chaque établissement, je vais rencontrer chaque établissement pour vérifier dans quelle mesure, quelles sont leurs attentes et leurs souhaits concernant ce processus de formation au niveau de l'équipe de direction et de la direction. Et on clarifie aussi comment ils vont pouvoir, et vous voyez chaque fois au niveau des professionnels qui sont des membres de l'équipe pour chaque journée, il y a toujours cet IRSP qui suit toutes les journées et qui a vraiment ce rôle dans le processus de formation. Le J1, un atelier interactif, 4 heures pour les cadres, donné par des formateurs du CIS. Un J2 avec des experts en soins palliatifs du secteur des EMS dans l'idée d'anticiper pour mieux accompagner en interdisciplinarité. Vous voyez que la composition de l'équipe, c'est 5 collaborateurs des soins, 2 de l'intendance, 1 de l'admin, 1 animation, 1 technique. Le J3, le fameux journée spécifique soins avec un partenariat avec la HEDS, toujours en inter-EMS avec une infirmière, une ASCC, 3 aides-soignantes. Et le J4, donc la simulation, encore une journée qui permet que les participants, les équipes qui ont suivi la formation ensemble, donc des 3 établissements, puissent se retrouver pour cette fameuse journée de simulation et de mise en situation. Et puis, la dernière étape du processus de formation, c'est vraiment de pouvoir remettre les équipes ensemble une dernière fois et que chaque institution
elle réfléchit à comment elle souhaite déployer par la suite, suite à son processus de formation, comment elle souhaite déployer ses projets au niveau de l'institution. Et chaque équipe présente ses projets aux autres équipes. Donc, le partenariat J1, J4, voilà. On va détailler un tout petit peu plus ces deux moments de formation, puisque l'idée, c'est à la fois de coupler l'expertise des professionnels en soins palliatifs. Donc, quand Katia dit c'est l'équipe du CIS qui mène ça, c'est pas tout à fait vrai, en fait, hein, puisque nous, on a une expertise en interprofessionnalité, on forme notamment des étudiants prégradués en formation continue parfois autour d'outils et de stratégies de travail en équipe. Donc, il y a une espèce de continuité au niveau de la formation, mais qui est contextualisée évidemment aux soins palliatifs. Et pour ça, on travaille vraiment en partenariat avec les experts de terrain. Je le précise parce que tout seul, on ne ferait pas grand-chose. D'ailleurs, moi, je suis sage-femme de formation. Donc, je n'étais pas amenée d'emblée à travailler avec des OMS, même si j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que je le précise, parce que je pense que c'est important de comprendre que c'est une synergie en fait d'expertise qui permet finalement de déployer une formation qui est pertinente pour chacun. Donc, ce premier jour avec les cadres des institutions permet de préciser avec eux quelles sont les stratégies et les outils qu'ils souhaitent développer dans leur propre institution ou qui seraient susceptibles de faire sens, puisqu'on a des modèles qu'on peut proposer, des outils, des façons de collaborer, tout à fait pratiques, je vous en dirai un mot après, mais qui ne sont pas prescriptifs, c'est-à-dire on ne va pas dire c'est ce que vous devez utiliser, mais on va proposer un choix d'outils et de stratégies qui font sens pour les institutions qui nous reçoivent et qui peuvent être discutés et déployés ensuite au sein d'institutions. Et puis le quatrième, ce fameux J4, on reçoit une trentaine de participants, donc issus de corps professionnels très différents, et on va les mettre en situation autour de ces outils et stratégies qui ont été choisis au préalable pour qu'ils puissent s'entraîner et qu'on puisse aussi renforcer un certain nombre de messages. Et ces messages, en fait, ils sont autour d'un référentiel de compétences, c'est-à-dire qu'on cherche à développer du travail en équipe, la meilleure connaissance des rôles et responsabilités à travers l'EMS, la résolution de conflits, mais sans parler d'aller jusqu'au conflit, comment on négocie un objectif commun, comment on a une représentation partagée du problème et qu'on aboutit à un plan de soins, par exemple, ou un plan de traitement, un plan d'action. Quel est le rôle du leadership dans le bon déroulement de ces objectifs de soins? À qui il appartient? Est-ce que tous les professionnels de santé sont habilités à donner leur avis, par exemple, ou à se manifester s'ils ont des doutes ou s'ils ont des questions à poser au point de vue de la légitimité? Et donc, on articule la formation autour de ces axes-là à travers des outils et des stratégies. Par exemple, un outil qu'on peut promouvoir, qui est un outil qui s'appelle le SMS, c'est « je suis en souci, je suis mal à l'aise », il y a une question de sécurité. Cet outil permet à, quelle que soit la fonction dans l'institution, de l'employé de ménage jusqu'au médecin, de pouvoir dire « je suis en souci, je me préoccupe, j'ai observé tel ou tel élément », et de pouvoir le reporter pour pouvoir être pris en compte et pouvoir améliorer le résultat au final pour le résident. Donc ça, c'est un exemple d'outils et de stratégies. Il y a aussi des outils de communication structurée. C'est quand j'appelle à l'aide, en fait, je dois structurer la communication pour être compris par l'interlocuteur. Donc, je dois aussi apprendre à pouvoir articuler ce que j'ai à dire de façon compréhensible pour les autres. Donc, on utilise ces outils et qu'on met en situation à travers de la simulation, dans des situations contextualisées qui sont débriefées par les experts soins palliatifs et interpro en binôme. Et puis, d'autres modalités pédagogiques qui sont aussi adaptées au public, puisque ce sont des publics, une partie du public, en fait, a peu accès à la formation habituellement, parfois n'ont pas une littératie très importante. Donc, c'est aussi important d'adapter les modalités au public qu'on a en face de nous. Une des modalités qu'on utilise, c'est une modalité de speed dating qui nous avait été soufflée par le docteur Poutet. Merci Sophie.
Je ne sais pas si tu t'en souviens, et qui marche très, très bien. Donc, on le connaît, hein, on connaît le speed dating pour trouver un conjoint, mais moins au niveau pédagogique. L'idée, c'est de permettre de mettre ensemble des professionnels de différentes professions, cuisine, femme de ménage, IRSP, médecin, administratif, comptable, et par groupe de 6 minutes, en fait, de se poser des questions sur, par exemple, j'ai l'impression dans mon activité que ce qui est le moins connu, c'est dans mon langage professionnel, je dois souvent expliciter ce terme ou un acronyme. Quelles sont les interventions les plus courantes auprès des résidents et pour les résidents? Quelles sont les idées qui te viennent sur ma profession? Peux-tu me donner une situation typique dans laquelle tu fais appel à un autre professionnel? Et donc, ça permet à chacun d'expliciter des rôles et des fonctions, des choses peut-être moins connues des autres professionnels. Et ensuite, il y a une mise en commun qui permet de dire quels sont les éléments surprenants que vous avez identifiés sur votre profession. Et c'est très intéressant ce qui se dit dans ces retours. On a résumé quelques verbatim ici. Par exemple, je n'avais pas conscience de la charge administrative des infirmières. C'est quelque chose qui est ressorti à beaucoup de reprises. Hein. Ouais, on a l'impression que les infirmières, elles se cachent derrière leur ordinateur. Hein, et en fait, les gens ne sont pas conscients qu'il y a une charge qui est tout à fait nécessaire et justifiée et qui est importante. Où je réalise que vous, les femmes de ménage, vous avez un rôle bien plus large que de nettoyer les tables de nuit. Ça paraît peut-être basique, mais ça permet une valorisation de chacune des professions, une prise de conscience que chacun apporte une contribution aux soins pour le résident, pour son bien-être, et permet aussi de faire passer un certain nombre de messages sur les questions de collaboration entre ces différents professionnels. On utilise aussi de l'analyse de vidéos. On a fait un film avec des histoires de professionnels qui, en fait, veulent tous bien faire, puisque, en fait, tous les professionnels veulent bien faire, mais ils n'ont pas toujours la même idée de ce qu'est bien faire. Et ça permet aussi de partager avec ces différentes personnes, finalement, nos représentations, les définitions des soins palliatifs, d'amener aussi de la connaissance, hein, pas seulement de la connaissance pure, hein, sur les bonnes pratiques en soins palliatifs qu'amènent les IRSP ou les infirmières auprès d'autres professionnels, et de remettre en question un certain nombre de représentations. Par exemple, est-ce qu'il faut à tout prix forcer les gens à manger jusqu'au bout, par exemple? Des choses très simples, mais qui permettent d'être discutées et d'enrichir aussi la connaissance et pas seulement les compétences de travail en équipe. Et puis, ça modifie aussi l'organisation parfois, où il y a des questions qui se posent hein, sur comment on fait en sorte que cette interprofessionnalité se passe. Comment on s'échange les informations? Est-ce qu'il y a des moments qui sont programmés où on peut le faire? Qui est convié à ces moments? C'était amusant, c'était le système des alertes. Il y avait je me rappelle. dans une institution, quelqu'un qui disait, mais en fait, on a des alertes pour la constipation, mais en fait, on ne sait pas quand le patient il est en fin de vie. Et c'était une animatrice qui disait qu'elle était arrivée dans une chambre pour proposer une animation et qu'il y avait les proches aidants et le patient en fin de vie, puis qu'elle n'était pas au courant. Voilà, donc ça re-questionne aussi l'organisation. Quelles leçons retenues? En tout cas, ce qui est sûr sur un dispositif de ce type-là, de formation institutionnelle, ça impacte, comme l'a dit Patricia, les organisations de travail. Ça permet, les directions étant impliquées, ça permet ce travail de réflexion et comment favoriser vraiment et impulser, parce que là, le dispositif impulse une culture du travail interpro, mais c'est un début, je veux dire, voilà, c'est une amorce, hein, 3 jours et demi, c'est 3 jours et demi. Donc, c'est vrai que ça impacte les organisations de travail et pour ça, je pense que c'est vraiment très important. Ça valorise les autres secteurs. On le voit à toutes les volets, que ce soit le secteur hôtellerie, intendance, le secteur technique, le secteur admin, ou quelqu'un qui est dans les RH, à la réception ou à la comptabilité. Vraiment, ça valorise et ça montre comment chacun peut trouver sa place et avoir son rôle. Ça contribue réellement aussi à préciser le rôle des différents professionnels de tous les secteurs.
et renforcer également le rôle de l'IRSP, mais aussi du médecin répondant. Parce que finalement, dans nos volets, ce qui ressortait aussi, c'est que le médecin pouvait aussi prendre conscience qu'il avait un rôle à jouer et une place à prendre dans l'accompagnement des équipes, dans son expertise. Et bien évidemment, ça développe le champ d'expertise en soins palliatifs. Les discussions et perspectives d'avenir, quand on a préparé avec Patricia cette présentation, finalement, c'est elle, à un moment donné, qui m'a interpellée en me disant « Mais finalement, on n'a jamais expérimenté le résident partenaire. » C'est vrai, on n'a jamais expérimenté le résident partenaire dans un dispositif de formation. Et ça peut être une perspective, en tout cas, voilà, et quand je vous entends aujourd'hui, c'est une vraie perspective de pouvoir s'engager là-dedans. Pour avoir expérimenté avec certains d'entre vous dans la salle, la co-animation du partenariat, je pense que vous auriez toute votre place dans un tel dispositif. Ça sera aussi en réfléchissant avec Patricia, c'était aussi de dire, finalement, cette culture de l'interprofessionnalité, 3000 collaborateurs, 4000 collaborateurs dans le secteur, c'est un volume important. Donc, il faudrait former des formateurs, des formatrices par établissement, et c'est un peu le projet à court terme, de dire, finalement, on pourrait former des master trainers Team Step dans les établissements et qui, par la suite, pourront également, eux, faire de la formation à l'interne. Donc, pour nous, potentiellement, c'est de nouvelles personnes ressources dans le secteur qui vont avoir un rôle et une place, je pense, très importante. C'est aussi développer ce partenariat avec le Centre interprofessionnel de simulation dans le futur, peut-être sous d'autres formes. En tous les cas, ça, peut-être je fais un lien avec nos projets en 2024, ça a aussi mis un focus sur dire, il y a les soins palliatifs, il y a aussi tout ce qui est en lien avec la douleur et d'avoir un focus l'année prochaine avec des projets en lien avec des référents douleurs dans le secteur des EMS. On travaille en tout cas sur la formation de ces référents douleurs et de pouvoir offrir de la formation continue également pour ces personnes-là. Moi, je dirais que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce projet, c'est aussi l'articulation qu'on peut trouver entre la formation initiale. On a des programmes de formation maintenant partagés entre les différentes institutions pour enseigner, en fait, promouvoir l'interprofessionnalité, décloisonner les silos de formation et de pouvoir s'adresser en fait dans un panel d'offres de formation. Il y a aussi des formations en soins palliatifs au niveau des cas, des DAS, des MAS. Donc, il y a une offre qui est importante, mais parfois, les professionnels, notamment les professionnels des OMS, sont peu touchés par ce type de formation et sont très en demande, en fait. Et c'est très touchant de voir le plaisir qu'ils ont à venir partager, à venir apprendre. Et peut-être c'est des fois, on les vise moins dans nos formations. Ils sont très importants puisqu'ils sont en contact direct avec les résidents, notamment dans cette question des soins palliatifs. Donc, dans cette œuvre de formation, c'était une œuvre vraiment intéressante. Peut-être juste par rapport voilà, à ce qui existe au niveau du secteur, je vous encourage à aller voir le site de la FEGEM sur leurs publications. Vous avez vu qu'à l'extérieur, il y a notamment le petit manuel d'anticipation en EMS sur le projet d'accompagnement et les directives anticipées. On a une charte éthique et puis également, si ça vous intéresse, de pouvoir aller voir les formations continues que nous proposons aux EMS membres de la FEGEM. Voilà, merci de votre attention. Les questions. Moi, j'ai une question pour vous. Combien de personnes est-ce que vous formez à chaque rotation et combien vous en avez formé en tout? C'était sûr. On a commencé en octobre 2018, donc on a eu 3 volets. Donc 3 volets, ça veut dire aujourd'hui 8 établissements qui ont été formés, dont un qui est en cours. On a démarré lundi. Donc pour l'instant, puisqu'on s'est arrêté 3 ans, on est au début du déploiement de ce dispositif. Ça veut dire en gros par volet, ça veut dire que ça représente environ une centaine de participants, puisqu'ils sont des équipes on arrive à
Non, je dis une bêtise ou Non, c'est une trentaine de participants. Non, pardon, je reviens sur ce que Ouais. j'étais en train de faire des calculs, je me disais, c'est pas juste. Non, ça veut dire qu'ils sont une trentaine de participants plus plus parce l'équipe de que- cadre. ouais. Donc, ça veut dire 33 plus 3 équipes de cadres. On est en moyenne sur une dizaine de cadres par équipe. Bon, Un peu ouais. plus, non, ils étaient 17 hier. Donc, voilà, Enfin, on arrive cinquantaine. proche des 100 quand même. Voilà, c'est des volumétries. Enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment cet inter-EMS, cet échange entre eux. Et pour l'instant, c'est un petit volume. C'est 400 à 500 personnes, en fait. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais, est-ce que vous avez des outils concrets pour mesurer l'impact que ça va avoir au sein des différentes structures et comment du coup on peut envisager de continuer ça sur le long terme parce que ça paraît porteur et l'idée ça va être vraiment de pouvoir identifier où ça nous permet de gagner et comment. C'est toujours la question, est-ce que ça marche finalement la formation? On nous pose toujours cette question. C'est très difficile à démontrer, à trouver des indicateurs qui permettent de dire vraiment de cause à effet. Est-ce que le fait d'implémenter une formation, ça a un effet concret sur sur quels indicateurs en fait? Alors, au-delà dans l'échelle de Kirkpatrick, en fait, on peut facilement évaluer la satisfaction. Les gens sont très satisfaits. Ouais, Est-ce que on va ça mesurer, suffit? Mesurer les changements de comportement. Katia cherche à mesurer sur le plus long terme le déploiement, c'est-à-dire qu'est-ce que dans la formation a pu être relayé et a pu être réellement mis en place, par exemple au niveau de l'organisation, encourager et suivre les équipes pour poursuivre en fait le développement de ces enseignements sur les terrains. Mais après, au-delà de ces niveaux, pour arriver sur le niveau des résidents, sur les résultats pour les résidents, on n'y est pas encore. Peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Patricia, c'est vrai que pour nous, ce qu'on peut voir et observer, c'est au niveau, c'est comme elle dit, dans la phase de déploiement, c'est vraiment cette stimulation des équipes à présenter leurs projets. Et on sait qu'on impacte l'organisation et qu'il y a des projets et qu'on fait plus comme avant. Donc voilà, ça c'est le premier indicateur. Après, il y a les livrables, c'est des fois, parfois, il y a un EMS qui nous a transmis, ils avaient construit un livret pour les proches et pour les résidents pour pouvoir présenter l'approche palliative, etc. Et donc, ils avaient fait un énorme travail et donc parfois, voilà, on nous donne le fruit et le résultat, voilà, finalement de ce que ça a produit, l'effet de la formation. J'ai encore une question. Je suis très intéressée par ce concept du résident partenaire. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que ça existe ailleurs? Alors, d'où ce que je peux vous dire, c'est que le résident qui, parfois, quand on fait de l'intramuros, vient dans la formation et pour nous, il fait partie. Voilà, c'est de fait, hein, quand on a déployé un autre dispositif sur la thématique de la démence, des troubles cognitifs, c'est vrai qu'on était en intramuros et que ça faisait partie de notre vie d'avoir des résidents qui régulièrement venaient dans la formation, étaient là. Mais voilà, c'est notre… En tout cas, à mon niveau aujourd'hui, non, je ne connais pas hein, dans le secteur… si je peux juste me parler, bien sûr, juste peut-être après, c'est vrai que la culture aujourd'hui maintenant dans les EMS où les résidents sont partie prenante de la vie et sont consultés par les équipes, etc. Oui, le résident partenaire dans les EMS existe. Dans la formation, en tout cas, nous, on ne l'a jamais expérimenté. Mais j'imagine que si on cherchait, on trouverait. Enfin, je pense je suis sûre que en s'appuyant sur les directions des OMS, il y aurait des personnes à l'intérieur de ces OMS qui seraient intéressées pour participer à ce dispositif de formation. Question bête, mais pourquoi pas un proche aidant partenaire qui pourrait être vraiment intéressant en EMS pour les personnes. Tout à fait. Vous avez raison.
Je profite d'avoir le micro aussi. Merci pour la présentation. Je trouve que j'ai travaillé en OMS et je trouve que c'est un bon développement pour l'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui décèdent en OMS. Ma question, c'était combien de temps un soignant peut consacrer avec la formation à la personne qui l'accompagne, en fait, la personne et la famille. Dans ce cadre de formation et d'accompagnement, combien de temps lui est accordé, en fait? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le temps de formation? Le temps de formation, oui, par les institutions. On a vu qu'actuellement, on sait très bien que le nombre de personnes, d'aides-soignants, d'ASCC, etc., s'est réduit. En carence quand même de personnel. C'est un super projet, mais combien de temps on permet à un soignant de se former, parce que c'est nécessaire en OMS, je trouve, de plus en plus, et combien de temps les directions permettent au personnel soignant de se former, parce que c'est un besoin primordial en OMS que les formations continuent, la sensibilité à l'accompagnement au niveau de l'évaluation de la douleur, pallier, etc. Donc voilà, peut-être c'est utopique, mais voilà. Je vous répondrai en ce qui me concerne que c'est la mission vraiment du pôle formation. Je vous rejoins complètement dans ce que vous dites. C'est-à-dire que tout le travail, je dirais, de l'équipe du pôle formation et notre mission, c'est vraiment de prioriser le fait de maintenir et développer les compétences des professionnels de tous les secteurs. Donc, on essaye d'avoir une stratégie de gestion des ressources humaines très en lien avec la formation. On a développé, j'ai pas encore répondu à la question du nombre, mais on essaye aujourd'hui on a instauré dans le secteur des référents de formation pour avoir un peu des acteurs vigilants sur l'offre, sur notre communication à nos membres. Voilà, 44 membres, 44 organisations différentes, pour que réellement, ils aient une politique RH en lien avec la formation et pour tous les secteurs. Donc, on est garant avec notre offre sur le catalogue et on va voir nos membres pour savoir quels sont les besoins, parce que le monde évolue, parce que voilà, les résidents sont plus âgés, etc. Donc, la fêtière, je pense, a un rôle, et notamment dans la CCT aussi, qui est maintenant en révision, je veux dire, j'ai aussi lien avec la CCT, mais c'est vrai qu'elle a un rôle pour qu'il y ait vraiment ce temps accordé et que chaque membre ait une vraie politique de formation par rapport à ses collaborateurs et collaboratrices.